que je fais, quoi. Et je pense que là, avec mon grand âge, le fait d'avoir fait pendant, on va dire 15 ans, 10 ou 15 ans de l'argentique, j'ai déjà tous mes réflexes, toutes mes idées, déjà bien en place, et du coup, quand je passe au numérique, finalement, je fais la même chose. Ouais. Je ne change pas ma manière de travailler beaucoup. Et est-ce que tu aurais des conseils basiques dans la pratique du labo ou des erreurs de base à éviter ou ce genre de choses? Ne pas boire la chimie, c'est une très mauvaise chose. Voilà. Parce que là, la dysenterie à côté, c'est rien. Bah ouais, des trucs techniques, j'en ai. Kenya à côté est probablement une meilleure tireuse que moi, donc elle doit en avoir des caisses aussi. Oui, c'est sûr, j'en ai plein, mais il faut juste le faire, quoi. Il faut le faire plein de fois et faire ses propres erreurs, sans réinventer la roue de brouette à chaque fois, quoi. C'est sûr qu'il vaut mieux savoir ce qu'on fait. Moi, la première fois que j'ai tiré, par exemple, j'avais mis un paquet de mon côté. Donc, la déception est grande. Attends, tu fais plein de trucs et tout, tu vas dans le révélateur, le machin sort ou tout noir ou tout blanc et tu dis bon, ça c'est sûr, si tu peux éviter de le faire, c'est... Nous, la connerie qu'on avait fait, je pense, c'était pas de pas vérifier l'ouverture de l'objectif, de ne pas avoir compris comment le minuteur marchait bien, donc du coup, on trouvait des photos noires, on ne savait pas comment ça se passait. Bah après, c'est du soulage, c'est sympa, quoi. La première fois que j'ai tiré les photos, c'était chez mes parents. J'avais installé le labo dans une remise et j'avais pas de minuteur. Ouais. Et donc j'avais installé un truc de musicien là, qui fait tic-tac, je sais pas comment ça s'appelle. Un métronome que j'avais mis sur 60 BPM. Ouais. Et puis je comptais, avec le métronome pour faire les expositions, ça me prend n'importe quoi. Mais bon, c'est assez amusant parce que c'est assez résilient en fait la photographie argentique, c'est que tu peux quand même faire pas mal d'erreurs et obtenir quand même quelque chose. Alors après, si tu maîtrises hyper bien ton procédé et que tu arrives à le rendre super répétable, tu as des super rendus, mais même si tu fais un peu n'importe quoi, tu arrives quand même à avoir des choses, ça c'est super, c'est assez, ça pardonne pas mal quand même, je trouve, l'argentique. On peut faire beaucoup d'erreurs et vite quand même se régaler, faire des choses intéressantes. Mais une difficulté aussi, c'est de se rendre compte juste après avoir tiré ce que rend vraiment la photo, quoi. Ouais. Parce que ça dépend où est-ce qu'on travaille, mais là, notre labo, c'est la lumière, c'est un néon, donc du coup, quand on rallume la lumière pour voir ce que ça donne, on a du mal à se rendre compte vraiment de la véritable luminosité des photos, et des fois, quand on revient 2 jours après pour voir les photos une fois que c'est sec, ouais. Une petite déception, ou alors au contraire. Ouais, bah ça c'est juste de la bouteille entre guillemets. Pas de l'alcoolisme, hein, on précise. Oui. Enfin, Eugene Smith était réputé pour boire 3 bouteilles de whisky en même temps qu'il tirait. Ah oui. Donc ça aide, j'imagine. Mais quand tu tires sur du baryté, par exemple, la photo elle est hyper contrastée quand elle est mouillée et elle perd un peu de ça quand elle sèche. Ouais. Et donc ça demande d'en faire, quoi. Et au bout d'un moment, tu n'as même plus besoin de sortir de ta lumière rouge pour savoir si ton tirage il est convenable ou pas. C'est juste. Mais ouais, c'est une bonne idée de sortir pour aller vérifier la lumière. Parce que sinon ça peut être un peu décevant quand les trucs ont séché. Ouais. C'est vrai. Et sur les papiers, justement, moi je fais que que sur des papiers mat, mais est-ce qu'il y a des pratiques qui sont plus adaptées à certains types de papiers? Moi là, la seule différence que je fais, c'est entre RC et baryté. Après, il y a différents types de rendus, il y en a qui sont perlés, il y en a qui sont mat, il y en a qui sont brillants. Je pense que c'est juste une question de préférence personnelle au final. J'aime beaucoup le baryté parce que c'est, entre guillemets, c'est du vrai papier. T'as vraiment une feuille de papier. Et puis, bon, on dit beaucoup que les noirs sont plus profonds dans les barytés que sur du RC. Encore une fois, je pense que c'est une question de préférence personnelle au final. Okay. C'est pas plus dur sur du baryté C'est un peu plus pénible parce que le baryté il est un peu plus difficile à manipuler que du papier RC. Et tu as une étape de compression et de séchage à plat qui est un peu pénible parce qu'il gondole beaucoup, le baryté gondole beaucoup, mais bon, après si tu le presses, ça se passe bien.
Il y a des gens qui font un 4e bain de spécial barité. Moi, je le fais pas perso. Et puis, il faut bien le rincer. C'est un peu plus pénible à travailler, mais il n'y a rien de spécial à faire. C'est juste peut-être un tout petit peu plus précautionneux. Et tout. Mais les rendus, tu as déjà vu des différences entre variétés? Oui. Il sort un lapin de son sac. Hop, hop. Non, c'est une enclume. Ça, tu vois, par exemple, ça c'est du RC. Oui, voilà, montrer à nos chers téléspectateurs qui nous suivent sur Facebook, pas en direct. Et là, c'est une photo sur Barité. Voilà. Au niveau pellicule, il y a aussi cette contrainte-là. Enfin, ouais. Après, c'est un peu plus cher qu'avant, j'ai l'impression. Un petit peu, ouais. Après, quand il y a des films qui se font un peu artisanal en France, il y a peut-être des gens qui sont lancés dedans. Je ne sais pas si c'est en Italie là qu'ils le font, je sais. En France aussi. Ouais. Les films Washi, ça. Bon, après, ça, c'est un des gros problèmes de l'argentique par rapport au numérique maintenant, c'est qu'on a quand même perdu en diversité de films par rapport à il y a une quinzaine, vingtaine d'années. On avait vraiment des films avec des rendus différents, principalement en couleur et en diapo, il y avait vraiment plein de trucs. À l'heure actuelle, c'est vrai qu'on n'a pas énormément de choix, mais si on arrive quand même à s'y retrouver. Moi j'aime bien, non, je suis un peu monomaniaque, moi j'utilise quasiment que de la Ilford de HP5+, que ça parce qu'elle est hyper pratique, ou quand je suis en très haute lumière, de la FP4+, parce que c'est moins sensible. Après, il y a des fois je me fais vraiment des misères, la HP5+, régulièrement je la pousse à 1006 voire à 3002. On utilise de la FOMA parce qu'au niveau budget, ouais, tu fais toujours des choses. 30 € les 10 pellicules. Ouais, c'est sûr que ça gagne. Quand on les commande par lot, quoi. Ouais. Mais bon, voilà, parce que tu disais l'époque charnière tout à l'heure, on est dans une époque charnière. Est-ce que ça va se tasser ou c'est une époque de transition peut-être je sais pas, je suis pas dégueu. Faut voir si c'est comme le vinyle, ça va revenir, ne serait-ce que pour les DJ, quoi. Bah, ça revient un petit peu, hein, mais ça, je pense que ça reste quand même encore, ça restera anecdotique. C'est quand même très pratique. Enfin, il y a quasiment plus de professionnels qui bossent en argentique, et il n'y a aucune raison de le faire en plus de toute façon pour de la photo documentaire ou de presse, il n'y a aucune raison. Après, du coup, ça revient à faire des projets plus personnels en argentique, j'imagine. Je pense qu'on arrivera toujours à le faire. En perdant peut-être un petit peu de possibilités de diversification de films et tout ça. Mais bon, l'homme étant ce qu'il est, il y en a toujours bien qui dans son garage va se remettre à faire de l'hectacro, un truc comme ça, quoi. La question c'est quid du daguerreotype? Il y en a qui refont. Voilà, qui refont du daguerreotype. En France, il y a des gens qui refont du collodium humide, les procédés anciens. Kenya peut en parler mieux que moi parce qu'elle connaît un peu mieux les procédés anciens, mais ça se refait. Ouais. Elle le fera pas, mais elle peut. Ouais, puis il y a encore des gens qui travaillent à la chambre, et donc la chambre c'est encore du plan de film et compagnie. C'est juste que voilà, ça a un coût. Ça a un coût, ouais, c'est clair que ça a un coût. Et je crois que Kodak s'est remis à faire certaines pellicules où il y a des. Je sais pas si c'est Kodak, mais il y a un engouement qui revient un petit peu, quoi. Mais de là à dire. De là à dire que ça va revenir comme avant. Oui, non, c'est un monde qui a disparu, je veux dire. Mais moi j'ai l'impression qu'il y a pas mal de. Même de jeunes, quelques jeunes qui ont une pratique clairement numérique, mais qui ont des side projects ou comme ça, qui utilisent, qui reviennent, qui prennent des projects, et qui se rendent compte que c'est une pratique nouvelle. Et c'est plus personnel apparemment, mais. Souvent, Mais voilà. C'est ton approche, en fait, c'est deux choses différentes pour le présenter comme ça, quoi, non? Ouais, pour moi, de la même façon qu'à chaque projet il y a un appareil, chaque projet est différent. Il y a des fois ça n'a aucun sens de le faire en digital.
c'est assez rare, mais ça peut. Et des fois, il n'y a aucun sens à le faire en film, quoi. Moi, je pense qu'à travers ce que j'ai raconté, les projets qu'on a dans l'association et mes projets personnels, l'outil et le processus fait partie intégrante du projet au final. Et donc le projet est différent selon avec quelle technique tu le fais, et au final on en arrive à créer les projets en ayant directement en tête le processus global. C'est vrai que je shoot du 24-36 à l'heure actuelle en film, si c'est pas dans un but précis parce qu'on veut un résultat précis. La perversité. Ça part quasiment. Alors, il se trouve qu'il est l'heure qu'il est, à savoir midi, et c'est l'heure de manger. Et donc, nous allons mettre fin à cette conférence jusqu'au prochain épisode en vous remerciant d'être venus. Merci à vous tous d'être venus aussi nombreux. Merci à vous.